On ne pourra jamais retrouver une confiance à 100% vu que ça n'a jamais existé, je n'y crois pas. Mais je pense en revanche qu'on peut essayer de part et d'autre, et journalistes et publics, d'essayer de partir sur de nouvelles bases. Bonjour Anne-Sophie Novelle. Bonjour. Journaliste, auteure, conférencière, vous avez publié l'année dernière, en 2019, un livre aux éditions Actes Sud, Les médias, le monde et nous. S'en est suivi un documentaire, Les médias, le monde et moi. Pour cet ouvrage et ce documentaire, vous souhaitez analyser un petit peu les raisons du malaise régulier entre le grand public et les médias, cette relation qui est quelquefois compliquée. D'emblée, j'ai envie de vous demander quelles sont ces raisons selon vous, s'il fallait citer les principales, évidemment. Les principales raisons de la défiance entre journalistes et médias, je pense que c'est quelque chose qui existe depuis toujours, de tout temps que depuis que la presse existe, il y a eu en fait une critique de la presse qui s'est développée, une défiance, la sensation que les journalistes sont trop proches des élites, les intellectuels de l'époque, à commencer par Diderot, critiquaient déjà les journalistes en disant que ce n'étaient pas des vrais intellectuels, donc ça a toujours été une profession mal aimée. Sauf qu'on est dans un monde aujourd'hui avec une profusion d'informations, une intensification des flux d'informations et une défiance qui n'a jamais été aussi basse que depuis 2 ans, et surtout en France, mais c'est quelque chose qu'on observe aussi à l'international. Donc les raisons, elles sont multiples, je pense. Donc il y a cette première raison historique. Il y a une forme de lassitude, une sensation qu'on est trop dans le sensationnel, une sensation qu'il y a trop de négativité, une information trop anxiogène. Peut-être, je crois surtout, beaucoup d'idées reçues sur la profession également. Il y a une énorme critique des médias qui s'est développée dans les années 90, ça a commencé avant, mais qui a participé aussi peut-être à avoir la sensation qu'on pouvait mettre tous les médias et tous les journalistes dans la même catégorie, dans le même sac. Et donc du coup, parfois sans essayer d'aller voir un petit peu plus loin. Et puis forcément avec l'arrivée des chaînes en continu, avec l'ensemble des flux qui nous arrivent aujourd'hui, on est un peu perdu. Le public, je crois, ne sait plus où donner de la tête. Et donc au-delà de cette colère qui s'est exprimée aussi de manière très violente physiquement ces derniers mois, et ce qu'on peut juste constater avec désolation, je crois que ça doit interroger sur vraiment les raisons de la colère et aller regarder plus en détail ce qu'on peut faire pour essayer justement de rétablir le lien. On ne pourra jamais retrouver une confiance à 100% vu que ça n'a jamais existé, je n'y crois pas. Mais je pense en revanche qu'on peut essayer de part et d'autre, et journalistes et publics, d'essayer de partir sur de nouvelles bases. Ce qui est agréable à travers votre ouvrage, c'est que vous ne dressez pas un tableau uniquement pessimiste de la situation. Le constat de défiance, tout le monde s'en rend compte. Le baromètre Lacroix a sorti mi-janvier, a prouvé effectivement que la défiance était encore présente. Mais vous proposez des solutions. Vous dites, je vous cite, la capacité à s'emparer des enjeux du siècle n'ira pas sans l'avènement d'un modèle d'information plus responsable et éclairant. Concrètement, qu'entendez-vous par là ? En fait, cette enquête, elle m'a pris 5 ans. C'est-à-dire que c'est vraiment fin 2013, début 2014 que, exerçant en tant que journaliste freelance à mon compte, j'étais très fière de pouvoir faire partie de la profession journalistique et en même temps très triste de voir à quel point c'était compliqué, à quel point on pouvait être critiqué, et d'autant plus sur les sujets qui étaient les miens. Et donc à un moment, voilà, c'était cette envie de creuser et de me dire, mais en fait, je connais plein de journalistes qui font bien leur métier, qui aiment leur métier, qui essayent d'être de bons narrateurs du monde. Et c'est surtout en allant rencontrer Stéphane Paoli, donc cette ancienne voix de la matinale de France Inter, grand journaliste en tout cas à mes yeux, que j'ai compris qu'il y avait une vraie introspection à mener et qu'on pouvait avoir une autre face des médias. Donc en fait, c'est vrai que le livre surtout est très négatif dans la première partie de l'ouvrage parce que je reviens justement sur la défiance du public, sur ce qui s'est passé pour la profession, les difficultés qui pèsent dans la façon dont on peut exercer notre métier. Mais le deuxième volet, c'était surtout montrer qu'on a en fait un terrain de possible qui est très riche, il y a de très belles initiatives qui existent, mais trop souvent on n'en parle pas ou pas assez. C'est un peu la face cachée, mais la belle face cachée des médias. Et donc pour moi, c'était l'intention de dire,
si vous reprenez la main sur ce que vous mettez dans votre cerveau, sur l'information que vous consommez au quotidien, c'est comme bien manger. J'ai fait cette comparaison assez facile, mais parce qu'elle est parlante, de dire vous pouvez aussi aller vous adresser à des journalistes qui aiment leur métier, qui font de la qualité, qui font leur possible pour vous offrir un contenu riche, intéressant, nourrissant et surtout apaisant pour la société. Et en fait, je pense que notre rapport à l'information a évolué comme notre rapport à l'environnement, comme notre rapport, on parle toujours de crise, il y a un effondrement de plein de choses dans la société, mais sur l'information, c'est la même chose. Il y a quelque chose à construire de nouveau, une nouvelle intention à poser, donc une nouvelle intention à poser dans la posture journalistique, mais aussi en tant que lecteur, téléspectateur, auditeur. Au-delà d'avoir cette conscience d'écouter quelque chose avec sens critique, c'est aussi se dire je peux reprendre la main, je peux soutenir une bonne information de qualité et surtout j'ai une multitude de possibilités en fonction du temps dont je dispose pour la consommer, en fonction de l'intention que je veux mettre, en fonction de ce sur quoi je veux me renseigner. Alors, il y a une notion qui revient justement dans le livre, c'est la notion de journaliste de solution. Comment le définir exactement, cette notion-là? En fait, c'est une notion dont on parle en France depuis 15 ans. C'est une notion qui a été mal aimée, qui est mal nommée. Certains parlaient de journalisme positif, de journalisme d'impact. Le terme n'est pas approprié, mais on n'a pas trouvé mieux. Certains parlent de journalisme de réponse, d'autres de journalisme d'antidote. Donc pour en parler, j'ai été voir ce qui se passe à l'étranger, notamment au Danemark, avec Ulrika Grupp qui a monté le Constructive Institute, et aux États-Unis, à New York, avec David Bernstein et Tina Rosenberg, qui ont monté le Solution Journalism Network. Et ces deux réseaux, en fait, ont des approches légèrement différentes, mais expliquent que trop souvent, l'information s'est focalisée sur un côté de la médaille. Et il s'attelle à dire, l'important aujourd'hui, c'est d'aller plus loin. Donc c'est, quand on fait une investigation sur un sujet donné, ne laissons pas le public en plan avec ces révélations-là. Il est important de prendre le temps d'aller investiguer sur la façon dont socialement des gens s'emparent de ce problème et essayent d'y répondre. On ne va pas forcément se focaliser sur ce qui marche. On peut aussi dire, cette réponse a été tentée, ça n'a pas marché, voilà pourquoi. Par contre, ça a été fait, ça a été intéressant, c'est peut-être pas assez satisfaisant. Par contre, cette initiative-là a énormément fonctionné et on peut voir comment faire pour le répliquer. Donc le public, ayant eu dans un premier temps un constat peut-être très difficile à intégrer sur un sujet de société, je sais pas moi, l'éducation, le décrochage scolaire, ou peut se rendre compte que certains profs, par exemple, c'est ce qu'a fait le Seattle Times avec son Education Lab. Justement, parce que j'avais noté cet exemple du Seattle Times, parce qu'en fait, ils étaient lassés de ne relater que des mauvaises informations justement sur le système éducatif de la ville de Seattle. Et ils ont créé un Education Lab, en fait, où la rédaction s'efforce de mettre en avant un petit peu les choses positives là-dedans. Mais justement, je vais faire un peu l'avocat du diable. Le risque, est-ce que c'est pas aussi d'imposer une vision au détriment d'une autre? Est-ce que c'est pas d'une idéologie? Non, parce qu'en fait, c'est pas en fait, trop souvent, le journalisme de solution a été vu comme un journalisme de plaidoyer, comme un outil communicationnel, surtout parce qu'il y avait une question autour derrière des annonceurs, tout simplement, qui pouvaient se positionner sur ce type de contenu. Mais il ne s'agit pas de faire que du contenu positif. Moi, et trop souvent en France, on a entendu ce journalisme-là comme étant, c'est un journalisme positif, un journalisme de bonnes nouvelles. En fait, non. Pour moi, le journalisme de solution, gardons ce terme pour l'instant, c'est une investigation complète. C'est-à-dire qu'on va d'abord commencer par exposer le problème et on va le faire en long, en large, en travers. Et ensuite, on va prendre le temps de développer et dire qu'à certains endroits. Donc, le Seattle Times, avec l'Education Lab, en effet, ne cessait de relayer ces problèmes de décrochage scolaire, de difficultés, etc. Mais s'est rendu compte que dans un quartier de la ville, avec une enquête de data journalisme de données, qu'il y avait des déviances positives. Ils sont allés voir pourquoi il y avait cette déviance, ce qu'on pouvait faire, et du coup, ils sont mis à en fait éclairer la société différemment. Et c'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire que tout d'un coup, cet échec scolaire n'était plus une fatalité à laquelle on pouvait assister de manière passive, c'était aussi quelque chose dont certains s'étaient emparés et avaient réussi à en faire autre chose. Et en faisant ce travail d'investigation,
sur ce type de solution, les journalistes, du coup, ont permis au public de se rendre compte que ce qu'on voyait comme une fatalité pouvait être aussi quelque chose sur lequel on travaillait et inverser un petit peu la vapeur. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que dans un monde où on a l'impression que tout va de travers, c'est forcément pas vrai, certains le disent suffisamment, mais dans cette sensation que les gens ont qu'ils ne peuvent rien faire, je pense que la posture journalistique, justement, doit éclairer les choses autrement pour montrer qu'au contraire, il y a des choses qui se font. Ça ne va pas forcément tout résoudre, mais en tout cas, ça permet de montrer des voies et des possibles. Alors, on prenait l'exemple du Seattle Times, mais quid de la France? Est-ce qu'il existe des initiatives intéressantes dans le cadre du journalisme de solutions en France? Et plus globalement, est-ce qu'il existe des initiatives intéressantes pour réconcilier grand public et médias? Il y a plein de choses qui existent, c'est ça qui est intéressant. Dans l'enquête, je ne focalise pas que sur le journalisme de solutions, en fait. Les voies, pour moi, c'est... Il y a plein d'ingrédients à disposition de la profession journalistique et aucune voie n'est satisfaisante à 100%, surtout si on la suit. Je pense qu'il faut juste composer en fonction de la rédaction, des journalistes et du temps dont on dispose. Mais en fait, pour moi, il s'agit d'aller renouer avec le public, de reprendre le temps de faire une bonne enquête, de reprendre le temps de faire de la conversation, d'échanger véritablement, de remettre du sens dans ce qu'on fait, de s'interroger sur la sémantique qu'on utilise. Enfin voilà, il y a de multiples pistes. Que ce soit en local, j'ai été voir la rédaction de Nice Matin, mais aussi La Voix du Nord, mais aussi La Montagne, qui sont des rédactions locales qui essayent de se renouveler et d'apporter justement un éclairage différent sur des problématiques. Donc Nice Matin, on le montre dans le documentaire, a beaucoup travaillé par exemple sur la question des attaques de brebis par les loups dans les montagnes, en disant à chaque fois on relayait l'exemple de l'éleveur qui était mécontent, les pro-loups, les anti-loups, et à un moment on en a eu un ras-le-bol, donc on a été voir ce qui se passait dans les Alpes du côté italien, ils n'ont pas le même type de problème. Ils sont revenus avec une enquête qui éclairait ça, et se sont rendus compte en 2016 que c'était l'article le plus lu, parce que les gens étaient contents pour une fois de ne pas en fait, se critiquer, se crier dessus en commentaire sur les réseaux sociaux, mais plutôt de commenter l'exemple italien et les solutions qui étaient apportées à ce niveau-là. Et donc du coup, c'est aussi une façon de retrouver son ancrage. Je pense que les journalistes se sont rendus compte, surtout avec le mouvement des Gilets jaunes, qu'il y avait un fossé qui s'était creusé avec quelque chose qui était en fait, fondamentalement ancré dans l'imaginaire populaire. Surtout qu'il n'y avait rien à faire, que les médias étaient tous les mêmes. Et que, alors, du coup, certains sont remis à retourner voir le public, à voir ce qu'il était possible de faire pour comprendre. Rue 89 Strasbourg l'a fait aussi, en délocalisant sa rédaction, à aller dans les cités, à aller voir du public qui n'allait jamais voir pour essayer de mieux comprendre. Et c'est quand même bizarre qu'on soit coupé du terrain. Donc, pour moi, c'est assez salvateur ce qui s'est passé. Est-ce que finalement vous seriez favorable aussi à ce que l'éducation aux médias, au même titre qu'on a de l'éducation civique par exemple à l'école, au collège, soit quelque chose de formalisé maintenant? Que dès le plus jeune âge finalement on apprenne à comment bien s'informer, comment s'informer, etc. Je pense que ça va devenir nécessaire, mais pas seulement à l'école. En fait, ça fait 30 ans qu'une institution comme le CLEMI développe l'éducation aux médias. Serge Barbet, son directeur, me disait que depuis Charlie Hebdo, les attentats, c'était un accroissement exponentiel du nombre de sollicitations de médias qui se mettent à se mettre là-dedans. Mais pour moi, il faut aller encore un petit peu plus loin. Je pense que la seule éducation aux médias ne suffit pas. Je pense que le problème, il est encore plus fondamentalement ancré dans un système de croyance aujourd'hui, dans une société qui est de plus en plus individualiste. On va avoir tendance à aller chercher en ligne de quoi renforcer sa croyance, et donc on peut très bien avoir fait de l'éducation aux médias, mais si on ne s'interroge pas sur le mécanisme intellectuel qui fait qu'on va se questionner d'une certaine manière, on peut aussi utiliser ces outils pour aller renforcer sa propre croyance. C'est un peu ce que dit Dana Boyd en disant l'éducation aux médias ne suffit pas. Il faut aussi, alors certains disent développer le sens critique, mais je pense que c'est avoir des réflexes, voilà, ce que font les journalistes et ce sur quoi on les attend, c'est-à-dire le fact-checking, la vérification des faits, c'est aussi des réflexes qu'on doit enseigner. Voilà. Mais pour moi, encore pour aller encore plus loin, c'est ce que les Anglais, ce qu'on appelle aussi en France la littératie, en fait, la littératie numérique, informationnelle, c'est-à-dire cette
aptitude à se mouvoir dans le monde de l'information et à consommer en conscience. C'est-à-dire que ce soit quand on se divertit ou quand on s'informe, à avoir toujours une espèce de recul, à s'interroger sur le contexte dans lequel ça prend, sur le journaliste qui l'a écrit, sur les rédactions. Voilà. C'est juste avoir cette conscience-là, c'est déjà beaucoup et ça permet d'ouvrir d'autres portes qui vont un petit peu plus loin selon moi. Je voudrais conclure notre entretien par une question sur le conseil de déontologie. Récemment, il y a un conseil de déontologie des journalistes qui a vu le jour en France. Quel est votre regard sur ça? Est-ce que ça a un intérêt? Je sais que c'est une question où tout le monde n'est pas d'accord. C'est pour ça que je vous la pose. Je savais que j'allais l'avoir. En fait, c'est une initiative qui existe à l'étranger. Souvent, les partisans du Conseil de déontologie en France ont cité l'exemple belge, mais en Belgique, la presse n'est pas structurée de la même manière. Exactement, mais la presse belge est très intéressante, mais n'est pas constituée de la même manière, ni soutenue de la même façon. Les actionnaires ne sont pas les mêmes. À titre personnel, je pense que c'est intéressant d'avoir ce type de structure, mais je pense que ça doit être juste géré par la profession des journalistes. Et pour moi, ça permet d'avoir une instance vers laquelle le public peut se tourner et sur laquelle, quand il y a un souci dans une rédaction donnée, avoir un interlocuteur qui n'est pas le CSA, dont ce n'est pas d'ailleurs la mission au départ que de répondre à ce type d'attente. Voilà, je pense que c'est en tout cas un début de réponse qui est peut-être imparfait pour tout un tas de raisons et j'en parle longuement dans le bouquin, mais ça a le mérite de pouvoir au moins ouvrir un espace de débat. Et je crois qu'aujourd'hui, c'est ces espaces-là dont on a besoin, que la profession a besoin d'ouvrir des espaces de conversation où on va justement essayer de renouer quelque chose avec le public. Donc, alors, un conseil de déontologie qui revendique n'avoir finalement qu'un avis consultatif, est-ce qu'il n'y a pas un risque d'accroître la défiance si justement on émet des avis mais qu'il ne s'est pas suivi d'effet? Il faut faire confiance au public aussi, en fait, j'ai envie de dire. Il doit nous guider aussi d'une certaine manière avec son mécontentement. Et ça doit être peut-être une vigie aussi qu'on doit écouter. Donc, consultative déjà, mais si c'est publiquement exprimé, si c'est quelque chose qui permet d'aller plus loin, oui, pour moi, c'est important. Après, je conçois que certains puissent rester frustrés, et voilà. Mais ça ne suffira pas à régler le problème, en fait. Il ne faut pas croire. Pour moi, ça fait partie des initiatives qui participent, en tout cas, à une façon d'améliorer les choses. Mais ça fait partie, c'est un tout petit bout de la solution. Il y a beaucoup de choses à mettre en œuvre, y compris au sein des rédactions. Et donc là, ça touche tout un... Voilà, le mieux s'informer, ça doit passer aussi par un certain nombre d'efforts au sein des rédactions, dans les habitudes des journalistes voilà, dans les outils dont on a à disposition. Et ça, il nous faut du temps aussi pour l'améliorer. Ce sera le mot de la fin. C'est Merci. vrai ? Okay, merci d'avoir répondu à la question.